Super, donc bonjour à tous, ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun dans le cadre de cette association. Je suis super heureuse aujourd'hui d'être en live avec vous sur Facebook pour vous présenter mes amis Caroline et Cyril Vigian, qui font partie des mêmes groupes que moi et notamment dans les groupes de François Lemay, groupe Ubuntu en lien avec l'apprentissage et la découverte de la pleine conscience. Et si je les reçois aujourd'hui et que je les invite, c'était pour leur demander de nous partager leur expérience, bien évidemment, en lien avec le burn-out. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser du coup Caroline et Cyril se présenter, nous dire qui ils sont, et puis pourquoi pas nous parler de leur expérience en lien avec le burn-out. C'est quand même un peu le sujet. Tout à fait. Alors voilà, tu as déjà donné nos noms un petit peu. Nous, on est en Suisse, dans la région de Lausanne. Et puis, ben oui, merci déjà pour ton invitation. C'est toujours intéressant de parler de tout ça, de faire un petit feedback. Ça va être intéressant aussi entre nous de voir comment on l'a vécu l'un et l'autre. Donc voilà, je sais pas trop par quel bout le prendre. Déjà, je vous remercie d'avoir accepté parce qu'effectivement, je me rends bien compte que c'est pas un sujet qui est toujours évident à aborder. Et en même temps, je me dis que quand on est prêt à en parler, c'est qu'on a déjà bien avancé dans sa guérison, voire même que tout est passé et qu'on a su, tirer, on va dire, les expériences et trouver les belles pépites que ce parcours de vie tumultueux, hein, si c'est le cas de le dire, nous aide justement. Voilà, quand on arrive, quand on ose enfin en parler, je pense qu'on a déjà fait un gros bout de chemin. Donc, merci à vous. Personnellement, je dirais que c'est vraiment plutôt c'est le fait d'avoir fait des prises de conscience, puis effectivement d'en être un peu sorti, parce que quand on est dedans, je pense qu'on n'a pas forcément envie de s'exposer parce qu'on est très vulnérable. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment les prises de conscience qui m'ont permis d'avancer, puis qui me permettent d'être là maintenant, puis de pouvoir en parler. Mais peut-être que ce que tu pourrais faire, c'est déjà nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est toi qui as vécu un burn-out. C'est Et moi. Cyril, ton conjoint, était là à tes côtés pour t'épauler et vivre cette expérience, peut-être en comprenant ou pas ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, du coup, toi, en tant que personne qui a vécu un burn-out, comment ça s'est manifesté, comment tu t'es senti. Et puis, toi, Cyril, comment tu as fait pour être témoin de ça? Est-ce que tu as pu faire quelque chose pour aider ta femme et la soutenir? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es senti désemparée et tu aurais peut-être aimé justement avoir quelques clés pour savoir comment l'accompagner au mieux? Parce que c'est vrai que c'est déroutant comme expérience en général. Ouais, en effet. Je pense que l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai vécu ça, mais je pense que toi, tu l'as fait aussi d'une certaine façon, ce burn-out. Tu l'as juste vécu différemment. Ouais. On s'est un peu peut-être entraîné l'un l'autre parce qu'on s'est retrouvés en manquant d'outils, en comprenant pas ce qui nous arrive. Puis je pense que ça a été quand même assez lourd pour toi aussi. Donc, c'est pas évident à expliquer comme ça parce que finalement, ça s'est installé progressivement. Oui. Ça vient petit à petit et surtout, on n'en a pas forcément conscience. Et quand on commence à en avoir conscience, souvent, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, on bascule pas mal dans le déni. On ne veut pas l'admettre parce que pour moi, c'était une faiblesse. Il était hors de question que je lâche prise. Et c'est un peu ça. Donc, c'est pas évident de dire à quel moment ça a commencé. Ça s'est installé petit à petit. Je pense que moi, j'ai un fonctionnement où je suis un petit peu madame parfaite. C'est-à-dire que je vais jusque-là, en tout cas, j'allais beaucoup chercher l'amour, la reconnaissance à l'extérieur. J'avais besoin de prouver que j'étais capable. Moi, j'ai appris qu'il fallait se battre quand même, enfin se battre dans le sens pas trop s'écouter, il faut aller de l'avant, on baisse pas les bras. Et c'est un petit peu ça qui m'a emmenée là-dedans parce que j'ai pas appris à m'écouter, j'ai pas appris à écouter mon corps et un petit peu les signaux d'alerte. Donc moi, je suis laborantine médicale de formation. Intéressant. C'est dans le domaine de la recherche, tout comme moi en fait. Hein. Pas la recherche, des analyses médicales, laboratoire d'analyse médicale. Et puis après, j'ai bifurqué il y a 8 ans de ça à peu près dans l'informatique de laboratoire un petit peu par hasard. Et dans ce domaine-là, je gérais un petit peu tout le logiciel d'analyse médicale avec mes collègues. J'étais pas toute seule. Et puis, tu fais des dépannages, tu fais des projets. C'est un job qui était hyper intéressant, que j'aimais beaucoup. Je me suis beaucoup identifiée à mon entreprise. Et ça, c'était un point clé. Identifier mon entreprise, j'étais très attachée à mes collègues. C'était très difficile parce que moi, j'étais née là. Je suis née dans cet hôpital-là. C'est chez moi, c'est ma maison. Et ça a été un point quand même très, très important dans le fait que j'ai fait un burn-out.
Et puis tu y as travaillé quoi? 10 15 ans? ans. 15 ans? Ouais, donc, Ouais, j'avais 15 ans d'entreprise. Ah, c'est fou. Donc, en fait, si je comprends bien, tu as été travailler dans l'hôpital dans lequel tu es né, c'est ça? Exact. Et pendant plusieurs années, une dizaine d'années. Ah, c'est fou ça. Donc, C'est du coup, ça. Et du coup, on connaît du coup la valeur famille. Enfin, il y avait ce lien depuis la naissance. C'est c'est ça, c'est un intéressant. double lien quelque part. Après, j'ai créé des liens avec mes collègues. J'étais en lien avec, on avait plusieurs sites sur lesquels on avait nos laboratoires. C'était tous liés au principal où j'étais. Donc, au bout d'un moment, je connais tout le monde me connaît. Ça devient, c'est très intrigué. Comment tu dis pas intrigué, emmêlé tout imbriqué, ça en oui. fait. Ça a été Ouais, un point, je pense, beaucoup important. d'attachement aussi certainement du coup émotionnel, beaucoup de liens en lien peut-être du coup, comme tu disais, tu as dit le mot famille, donc c'est vrai que bah, c'est fort, tu vois. Enfin, les liens familiaux forcément sont en général très forts, donc c'est sûr que quand enfin, je me rejoins beaucoup dans ton histoire parce que moi aussi, quand j'ai fait mon burn-out dans la société dans laquelle j'évoluais, j'avais ce lien famille. Tu vois, la valeur famille faisait partie intégrante de notre vie et du coup, la difficulté, je trouve, c'est qu'on n'arrive plus toujours à faire la part des choses et à se dire, bon, ok, on s'entend bien, on avance ensemble pour un but commun. Et pour le coup, quand les opinions sont divergentes ou il y a à un moment donné un conflit de valeurs, bah, ça vient nous envoyer quelque chose de ultra violent, je trouve. Parce que la valeur famille, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est vraiment mes fondamentaux. Et c'est non négociable. Donc, si tu veux, c'est hyper douloureux quand tu te sens trahi, quand tu te sens, parce que là c'était ça pour moi à cette époque, je me sentais trahie, je me sentais dans l'injustice, je me sentais rejetée, je me sentais abandonnée, enfin il y avait toutes les blessures qui étaient activées, mais c'était aussi parce que j'avais considéré mes collègues comme des membres de ma famille. Bien C'est sûr ça. que si ça n'avait pas été ça, j'aurais pu quand même être blessée parce que je suis pas insensible aux autres personnes qui m'entourent, mais c'est pas pareil. C'est vrai que quand tu as une valeur famille qui est très forte, les liens, du coup, bah forcément, hein, quand les gens te font mal, bah, C'est ça ça. prend une toute autre Alors, dimension, quoi. moi, j'ai pas eu ce problème-là dans ce sens-là. Je me suis pas sentie trahie. J'ai pas eu de problème avec mes collègues. Au contraire, et je pense que ça m'aurait aidé si c'était arrivé. J'aurais eu moins de difficultés à partir en fait. C'est vraiment moi qui me suis mise une pression monstrueuse. Tu sais, on dit les 4 accords Toltec. Tu feras toujours de ton mieux. Moi, j'ai mis ma barre inatteignable. J'ai ce côté perfectionniste. Ouais. À fond, je veux faire des choses bien, je veux être reconnue, je veux qu'on m'aime à tout prix. Et du Ouais. coup, je me suis complètement perdue là-dedans. Je suis vraiment partie à fond, à 300% de mes capacités. Et j'en étais capable, donc je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai pris un rythme de travail, j'ai pris des responsabilités sur mes épaules qui n'étaient pas forcément les miennes, Ouais. sans m'en rendre compte. Et je suis partie à fond là-dedans. Et c'est juste un rythme qui n'est pas tenable sur la durée, en fait. Ouais, ouais, c'est comme si en fait tu es en mode sprinter, sauf que le sprinter, enfin, moi j'aime bien cette image-là parce que le sprinter il va courir très vite sur 50, 100 mètres, 200 mètres, Là. et Mais pas après il sur va un avoir un peu de marathon. récup. Alors que là, en fait, on est en mode sprinter, mais dans la durée du marathon. Sauf que Exact. physiquement, ce n'est pas possible. Tu peux Non. pas courir aussi vite que le sprinter pendant un marathon de 41 km. Et c'est ça la difficulté. Et moi, je me rejoins complètement dans ton discours. Et je pense que beaucoup de gens qui ont vécu un burn-out s'y retrouvent. C'est-à-dire qu'il y a un surinvestissement qu'on a choisi malgré nous, sans forcément Absolument. toujours être en conscience à ce moment-là, et qui parfois, bah, du coup, se retourne contre nous parce qu'en fait, on se retrouve aspiré dans cette spirale infernale de la surperformance, de C'est ça. l'envie d'être parfait, l'envie de tout bien faire. Et on est souvent aussi beaucoup dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on veut que tout soit à la bonne place, tout se passe exactement Absolument. comme on veut. Et dès qu'il y a une faille dans le système, c'est ça qui nous fait, entre guillemets, péter les plombs, quoi, hein, Il arrive aussi. un moment donné où, en fait, on se fait prendre à notre propre jeu. Ouais, Parce que j'ai tellement toujours été à fond pour, justement, pour faire mon boulot parfaitement. Les gens étaient habitués à ce que je fasse tout, finalement, très vite, que je sois hyper efficace, que je sois toujours sympa, ouais. et je me suis fait prendre à mon propre jeu dans ce sens-là parce que je pouvais plus, à un moment donné, redescendre la barre. C'est très difficile quand vous avez mis, je donne ça comme performance en permanence, je donne ça comme, comme énergie, et tout d'un coup, vous vous rebaissez, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, ça a été pour Moi, moi. je donne souvent l'exemple de la mule que l'on charge, quoi. On la charge, on la charge, on la charge, donc Et elle est tiens, capable de supporter une certaine charge et de continuer à avancer.
Sauf que quand tu lui mets 2 ou 3 ou 4 ou 5 fois la charge qu'elle est capable de supporter, bah forcément, à un moment donné, elle s'écroule, tu vois. Et La elle seule a même plus la différence, motivation d'avancer parce que c'est pas possible. ouais. La seule vraiment différence, c'est que je me suis chargée moi-même. C'est la mule qui se charge elle-même. Personne ne m'a jamais demandé ça. Mais ça, Personne. c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais aussi cette perception que c'était les autres qui m'avaient chargée. Et en fait, d'une certaine façon, c'était ça aussi. Sauf que moi, j'avais pas su dire stop. Ouais. J'avais pas su leur dire, non mais attendez, j'en ai déjà suffisamment. Est-ce qu'on peut essayer de revoir les projets, peut-être par priorité, ou est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement confier cette partie du projet à une autre personne de l'équipe? Parce que je sais pas toi, mais moi, j'avais aussi beaucoup de mal à déléguer autour de moi, tu vois. J'avais des collègues de travail, en plus j'étais chef d'équipe à l'époque, donc j'aurais très bien pu m'appuyer sur mes collaborateurs, mais j'avais peur qu'ils n'arrivent pas à faire aussi bien que moi, parce qu'en fait, du coup, j'avais un niveau Ah oui. d'exigence Ah oui, parce que tu vis-à-vis de déjà moi qui toi était dans la très haut. performance, tu veux y aller au taquet, puis après, ben justement, tu dis est-ce qu'on pourrait prioriser, ça va à l'encontre, parce que justement, toi, on veut toujours en faire plus. Donc à ce moment-là, Ouais. on se voit même pas ralentir ou donner ou déléguer du travail, c'est juste On est pris dedans. on est pris dedans. C'est comme le cheval qui a les dedans. 2 œillères de chaque côté, puis c'est à fond, quoi. J'avais quand même la perception que c'était pas possible parce que j'avais ma chef qui faisait le même job que moi. Elle est partie dans une autre partie du job que moi je pouvais pas gérer, donc j'ai récupéré, si tu veux, sa partie à elle. Je gérais tout le support, tout le dépannage, tout le paramétrage, les tests de nouvelles versions. Après, j'ai un collègue qui est rentré, mais il faisait que du 50%, et puis on n'arrivait pas à se répartir les jours parce qu'il devait être libre pour d'autres trucs. C'est tout. Après, c'est tout embrouillé, et finalement, tu te débrouilles pour faire quand même. Et c'est ça qui va pas. À un moment donné, c'est tant que tu fais, ben aussi, on continue de te donner, de te charger finalement. Tant que tu y arrives, ben ils se disent, ben il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, c'est clair. Et moi, j'ai pas dit stop. J'ai continué, puis quelque part, ça me plaisait aussi, si je suis tout à fait honnête. Parce que j'avais du plaisir, ça me valorisait. On carbure vachement à l'adrénaline à ce moment-là. Moi, j'adorais avoir une multitude de projets, être sur tous les fronts, parce que justement, il y a l'excitation aussi de se dire, ouais, c'est génial, on va découvrir des nouvelles choses. Moi, je travaillais dans la recherche, donc c'était vraiment ça, tu vois. C'est valorisant. Ouais, c'est très valorisant. Qui prend de la place là, à un moment donné aussi. Qui dit non, je peux pas lâcher, je peux pas admettre que je suis pas capable, c'est pas possible. Mais ça, forcément, sur le moment, tu le savais pas, tu t'en es rendu compte a posteriori. Comment s'est manifesté ton burn-out concrètement? Est-ce que tu t'es effondré? Est-ce que tu t'es retrouvé hospitalisé? Est-ce qu'au contraire, tu étais arrêté avant? Comment ça s'est manifesté? Moi, j'ai eu de la chance quelque part dans cette histoire, c'est qu'il y a à peu près 2 ans en arrière, on a dû déménager nos bureaux. Et on s'est retrouvés dans une petite pièce à 6 ou 7 personnes en permanence, tout le monde au téléphone. Il y avait tout le temps du monde qui passait dans le bureau. J'étais tout le temps dérangée. Et de gérer des supports, des dépannages en même temps que les projets, c'est déjà compliqué. Quand vous êtes tout le temps dérangé, c'est plus possible. Puis moi, j'ai toujours ce côté qui est tendance un petit peu plus sensible que les autres. Je suis plus sensible au bruit, plus sensible aux émotions. Et je me suis retrouvée dans cette pièce. Pour moi, c'était plus gérable en fait. Et ça a précipité. Et quelque part, c'était une chance parce que ça m'a permis de ralentir parce que j'en pouvais plus. Mais si j'avais pas eu cette étape-là, je pense que j'aurais foncé dans le mur à 250 à l'heure. Ouais. Parce que j'aurais pas ralenti, j'aurais pas freiné, j'aurais continué dans mon ego, dans mon envie de performer. Le fait de plus supporter l'environnement de travail, ça m'a arrêté du coup. Et ça m'a permis de ralentir. Donc, j'ai fait un burn-out, mais au lieu de taper le mur à 250, j'ai peut-être tapé à 50 à l'heure. Ouais. Et je pense que ça m'a quand même pas mal sauvée. Et tout ça, c'est arrivé pile en même temps quand on s'est lancé. On a un peu découvert François Lemay. On a commencé à le suivre. Quand on a parlé des valeurs, pour moi, ça a juste changé ma vie. Je me suis rendu compte que mes valeurs, elles n'étaient pas du tout répondues à mon travail. Pratiquement plus. Que c'était plus possible. On est parti, on a fait la retraite Kaizen la première fois en mai 2018, si je dis pas de bêtises. Quand je suis revenue, j'étais déjà chamboulée. Mes collègues me disaient « Oh, t'as changé, ça va pas. C'est qui ce gourou que tu suis? Depuis que t'as été le voir, ça va plus. » Écoutez, oui. Oui, je rigole parce que j'ai le droit aux mêmes réflexions aussi. Forcément, vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, tu veux qu'ils pensent quoi? Ma santé mentale. À juste titre, hein, peut-être, mais bon. À ce moment-là, en tout cas, ils s'inquiétaient pour moi. C'était aussi. Oui, c'est ça. J'étais sur moi, quoi. Je pouvais pas leur en vouloir. Hein. L'année suivante, on est parti à Focus. Là, mes collègues me disaient « Ah, mais vous êtes fous, c'est beaucoup trop proche.
Il faut le temps de digérer ce genre de choses. Ils avaient peut-être pas tort dans un sens, mais et c'est vraiment en rentrant de focus, j'ai fait vraiment des prises de conscience sur ma façon de fonctionner. Ouais. J'étais en total désaccord avec moi, avec ma nature profonde déjà, avec ma tendance un peu hypersensible. Déjà rien que là, de comprendre mes valeurs, vraiment je l'ai intégré plus profondément et quand je suis rentrée, j'ai lâché. Je suis partie en arrêt de travail. J'ai fait 2 semaines d'arrêt. J'y suis retournée au taquet. On y va. Moi, c'est bon, je suis reposée. Tout va bien. Je suis prête, on y va. Et je crois que j'ai fait un petit mois et c'est reparti en cacahuètes. Là, j'ai Ouais. fait 3 mois d'arrêt de travail. Mhm. C'est pas aller jusqu'au corps qui lâche dans le sens, si quand même un tout petit peu. Oh, c'était pas loin. Tu dormais plus. Ouais, mais tu Il vois, lui je m'en rendais fallait. pas compte. Ouais, elle dormait pas bien. Elle se levait, je sais pas, elle se réveillait 10 fois par nuit en Ouais, tout c'est cas. vrai. Et puis les week-ends, elle faisait des nuits de 12 heures. Enfin, il y avait quelque chose Ouais, un qui allait dérèglement pas. d'ordre. Elle avait perdu le goût à sortir, à faire des choses. Les amis, elle voulait plus les voir parce que C'est elle marrant. était tellement, enfin, comment dire, elle était tellement prise toute la semaine dans le bruit, dans sa capacité d'adaptation par rapport au Ouais, monde externe. Elle était juste remplie à ras-bord. ouais. Puis même le week-end, voir des amis, c'était trop compliqué. Mais même à la maison, c'était trop Oui, compliqué. ouais. Parce qu'on habitait un appartement qui n'était pas calme du tout. On avait le bruit de l'autoroute en permanence. Derrière, il soufflait beaucoup. Ça siffle, ça tape en permanence. C'était devenu insupportable. Et c'est vrai qu'il y a quand même le jour où j'ai posé vraiment mon arrêt, ça avait lâché quand même. Parce que je me suis retrouvée d'une minute à l'autre au boulot devant mes emails et il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Mm. C'est Je comme me si on reconnais avait grillé tellement, les. mais Zip. c'est fou, hein. À travers ce que tu dis, Ouais. c'est pareil. Moi qui étais passionnée, qui avait l'habitude de gérer un tas de données faramineuses, tu sais, de lire plein de mails en anglais. Je me souviens d'un moment où j'étais assise sur mon bureau à regarder mes emails. J'avais un petit mail en 10 lignes en anglais. J'ai passé 3 heures à essayer de capter ce qu'il voulait dire. C'est Et ça. c'est là que je me suis dit, ah non, mais là, c'est fou, j'ai le cerveau cramé, quoi. Ouais. Je me suis littéralement dit ça. J'ai le cerveau cramé. Bon, Puis c'est ce qui est bien pas parce évident. que j'ai fait le lien avec le burn-out, hein. Le Ouais. fait de se sentir cramé de l'intérieur, c'est d'ailleurs le mot, un burn-out, c'est ça. Mais à l'époque, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est quand j'ai compris aussi que, en fait, c'était ça, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, c'était vraiment ça. Et pour rester un petit peu dans cette période de découverte hein, du burn-out, ce qui est pas évident, c'est que ça vient gentiment sur le temps. Et du coup, c'est pas évident comme on n'a pas forcément les outils pour s'observer parce qu'on l'a jamais vécu, et ben en fait, on le voit pas arriver. Puis moi, pour le conjoint, c'est pas évident non plus parce que, enfin, je veux dire, on est tout le temps ensemble. Je suis tout le temps avec Caroline, et du coup, entre guillemets, je la vois gentiment être sur une pente descendante, mais en fait, c'est tellement habituel, je la vois, puis je descends peut-être même moi un peu Mhm. avec. Donc, c'est difficile pour le conjoint de voir enfin, c'est difficile pour moi de voir le conjoint s'enfoncer, entre guillemets, si on veut. Parce que, ben, on est tout le temps avec. Faudrait presque voir le conjoint une fois par semaine, puis là, ça sauterait aux yeux, en fait. Parce que tu l'as pas vu pendant une semaine, puis tout d'un coup, waouh, tu vois le changement. Mec, Ouais, tu donc toi, tu sais l'as pas, pas. tu l'as Voilà. pas forcément vu de façon super claire. Tu t'es rendu compte qu'il Non, y avait des changements, mais tu t'es pas inquiété outre mesure en te disant, ouh là là, ma femme file entre guillemets un mauvais coton, elle a pris une pente descendante qui risque de l'emmener à quelque chose de non. type un burn-out ou autre en fait, hein. Non, je l'ai pas vu, justement. Ouais, Parce que je me suis fait aussi un petit peu entraîner. Je pense qu'il est normal, parce qu'on est un couple, on se connaît depuis 15 ans. On s'est un peu entraîné l'un l'autre en bas. Et puis moi, je passais une période vraiment pas évidente au boulot non plus. Je ouais. pense que l'un dans l'autre, je pense que je l'ai peut-être fait moins fort qu'elle. Je me suis pas arrêté. Par contre, j'ai fait dégringoler mes heures sup à fond. Enfin, Mhm. je suis allé en négatif. Il fallait que j'arrête. La même chose que tu Pour disais. ce côté work addict là, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi une forme, hein. Enfin c'est c'est une des causes aussi qui crée finalement ce burn-out, c'est que et ça c'est lié au besoin de reconnaissance, au besoin de performance. On se dit pour être performant il faut que je travaille plus, C'est ce qu'on et nous on a finit appris. malgré tout par faire des horaires, une amplitude horaire de fou.
pour peu qu'effectivement il y ait un sentiment aussi d'insécurité, comme vous pouviez avoir vous dans votre vie, par rapport à en fait chacun vos problématiques en lien avec votre travail, ben en fait on se raccroche au travail, on travaille, pour tout un tas de bonnes raisons, hein, qu'à l'époque on considère comme bonnes raisons, qui finissent par nous motiver à faire les choses malgré nous, jusqu'à ce qu'à un moment donné on se dise mais au fait, pourquoi je fais ça déjà? Je sais pas si vous vous êtes posé la question à un moment donné. Moi, je sais que je me souviens d'un matin où je me suis assise sur mon canapé, complètement déprimée, en mode mais fatiguée, lessivée, mais putain, à quoi ça rime tout ça? Pourquoi je fais ça déjà? Et Pourquoi c'est je à partir de m'impose là ça? que j'ai compris que c'était terminé, qu'il fallait que je passe à autre chose et qu'il fallait faire autre chose. Pourquoi je m'impose ça? Ouais, Clairement. Par contre, il m'a fallu du temps quand même, c'était au printemps l'année passée, et il m'a fallu quand même presque 6 mois, avec 3 mois d'arrêt, une reprise progressive. Et quand j'ai repris à 100%, que j'ai essayé de négocier pour changer de bureau, pour faire du télétravail, puis que j'ai vu que ça prenait pas en face, là j'ai compris qu'il était temps que je démissionne. ouais, Par contre, pour que je prenne la décision, ça a été long. ouais, Ça a j'imagine. été long parce que voilà, j'avais la perception de trahir et d'abandonner mes collègues. Alors, qu'est-ce que j'ai pas eu comme... Moi, j'ai eu tout pareil, hein. Et c'est assez marrant parce que pour moi, jusque-là, l'abandon et la trahison, j'avais la perception de ne pas les porter. Moi, Ouais. j'ai l'humiliation, l'injustice, le rejet, oui, mais trahison, abandon, pas tant. Ben si, et là, je les ai vus et elles m'ont sauté à la figure au bout de camp, en fait, c'est l'automne passé. Ouais. Là, j'ai pris conscience que j'avais vraiment, c'était à cause de ça, j'avais vraiment la perception d'abandonner ma maison, mes collègues, ma famille, de les trahir en démissionnant. En plus, c'était une période très difficile, très compliquée, donc c'était le pire moment. C'était le pire moment pour partir. Bah, d'autant plus que tu aimais ton job, tu t'y C'est ça, sentais quand même a priori plutôt bien, même c'est sans ça. forcément te rendre compte que bon, la situation s'était dégradée par rapport à cette suite d'actions et de choix hein, que tu avais fait sans forcément en avoir conscience à l'époque, je pense. Et pour autant, quand on est, moi j'étais aussi comme toi, tu vois, passionnée par mon job, avec justement la valeur contribution qui me drivait moi. L'envie Absolument. de contribuer à mettre sur le marché un nouveau dispositif médical d'aide au diagnostic des cancers, tu vois, le fait de pouvoir faire la différence. Mais ça, c'est pareil, je l'ai compris après. Donc, comme toi, je me suis investie à fond les ballons, j'ai travaillé au taquet jusqu'à ce que mon corps, pour le coup, n'en puisse plus et lâche. Et là, j'ai eu un sentiment de culpabilité immense où je me suis dit, mais je ne peux pas trahir mes collègues, je ne peux pas les abandonner, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais en même temps, c'était indépendant de ma volonté, c'est-à-dire que je ne pouvais plus. Et ça, c'est C'est-à-dire pareil, que, l'accepter, le fait de ne plus pouvoir et de s'autoriser le droit à être en arrêt de travail, parce que là, c'était aussi une histoire de survie. Je ne sais pas c'est-à-dire si toi, tu l'avais que fait comme ça, mais la prise de conscience que j'ai faite vraiment au bout de camp, c'est cette histoire de trahison, d'abandon envers mes ouais. collègues et mon entreprise, mais aussi envers moi. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que c'est moi que je trahissais et que j'abandonnais si je démissionnais pas. Et le lundi matin, on est rentré le lundi. Le mardi, j'ai repris le boulot. J'avais ma lettre de démission. Je l'ai posée. Je me suis remise en arrêt et ça s'est arrêté là. Mais il Ouais. m'a fallu, après ça, quand même plusieurs mois. Oh, oui. J'ai fait à peu près 6 mois où j'ai pas travaillé avant de reprendre une activité, avant de décider ce que je voulais faire. C'est là qu'on a plus ou moins, on avait déjà décidé de lancer Croqueville, mais là, on s'est investi un peu plus précisément. Mais ça a été long, ça a été long. C'est vraiment le fait, après, de se reposer, de sortir de cet engrenage-là, de prendre du temps pour soi, de se l'autoriser. Et là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais fatiguée, à quel point j'avais été trop loin, en fait. Quand on est dedans, c'est vraiment fou, mais on le voit pas. Ou on le veut pas le voir. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une forme de déni, on ne veut pas le voir parce qu'en fait, on se dit que de toutes les façons, les pétages de plomb, ça n'arrive qu'aux autres. Nous, on est des superwoman, jamais de la vie on va craquer, jamais de la vie ça va nous arriver, quoi, jusqu'au moment où effectivement tu te retrouves devant ton ordinateur à plus capter un mot de ce que tu lis. Et là, tu dis, ouh, quand même. Ou Ouais. alors, je sais pas toi, mais moi, du coup, j'étais hyper en stress. Je me souviens aussi d'un matin où, à peine arrivée, j'étais en sueur, mais tu sais, comme si je venais de courir un marathon, comme si j'avais fait un effort physique démesuré. Et c'est à ce moment-là, j'avais des palpitations, le souffle coupé, et je me dis, mais punaise, mais comment t'as fait pour en arriver là, à être dans un état de stress tel que tu en pleures pour aller au travail, parce qu'après, il y a eu l'étape d'après, tu vois, les pleurs pour aller au travail, Oui. euh, effectivement, ces sensations de stress. Quand j'ai pris conscience que je pouvais plus, il y avait une part de moi qui avait envie de continuer, celle qui était toujours dans la performance, et puis une autre part de moi qui commençait tout juste à se connecter avec mes sensations, mes émotions, et
et les dégâts corporels que je pouvais vivre à ce moment-là, et qui du coup avait enfin conscience du stress que j'avais généré en moi, les insomnies, je te dis, c'est une bouffée de chaleur, enfin, le cœur qui s'emballe, le souffle coupé. Enfin, moi, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir respirer. Wow. Mon corps était juste en train de me dire, ça suffit, arrête-toi. Puisque tu ne veux pas t'arrêter, nous, on va t'arrêter. Nous, ton cœur, ton poumon, ton cerveau, on va t'arrêter. Et non, vous pouvez pas me lâcher. Bande d'enfoirés, vous pouvez pas me lâcher maintenant. C'est fou comme on n'écoute pas. Ah non. On nous a appris, on nous a pas appris à écouter le corps. Ah non, pas du tout. On nous a appris à rester ici dans la tête, quoi, depuis le début, pour être dans la performance, le ressenti, les émotions, c'est tout à mettre de côté, ça sert à rien. Puis en fait, bah, c'est pas pour rien qu'on en arrive à de tels extrêmes, en fait, malheureusement. Et ça revient. Si je peux me permettre aussi un petit parallèle par rapport à ce que tu dis, je pense que ça, c'est valable pour les femmes, mais c'est autant, peut-être encore plus vrai pour les hommes. Parce que tu sais, par rapport à l'éducation qu'on reçoit, les femmes, elles n'ont pas le droit d'être guerrières, elles n'ont pas le droit d'être connectées à cette force, à cette, tu vois, à ce côté responsabilité que l'on donne aux hommes. Les femmes, par contre, elles ont le droit d'être connectées avec leurs émotions. D'ailleurs, souvent, c'est elles qui font le pont et qui gèrent les émotions de toute la famille. D'ailleurs, c'est quelque chose de difficile à gérer. Mais pour autant, un homme, il n'a pas le droit de pleurer. Il faut qu'il soit fort en permanence. Donc, c'est lui qui porte le poids et la responsabilité, en fait, de maintenir le foyer. Et je trouve que, et j'espère, et ça, c'est mon plus grand espoir pour le monde à venir et le monde d'aujourd'hui, c'est que les hommes et les femmes puissent aller puiser la femme chez l'homme et l'homme chez la femme, les choses qu'on lui a interdit jusqu'à aujourd'hui de vivre, tu vois. C'est-à-dire les hommes qu'ils puissent enfin s'autoriser à pleurer, qu'ils puissent enfin s'autoriser à être connectés avec leurs émotions, avec leurs sensations. Et les femmes, qu'elles puissent aussi à un moment donné prendre le rôle, entre guillemets, des hommes, de gérer les responsabilités, et pourtant elles le font, hein, mais elles sont pas reconnues en tant que telles, tu vois. Elles sont plus, et puis elles n'ont pas le droit, il faut qu'elles restent dans ce rôle de princesse qu'on leur donne, sensible. Mais si on a envie d'être des guerrières, nous aussi, on a le droit de jouer, les petites filles aussi auraient le droit de jouer à être des chasseuses de dragons, tu vois. Et les garçons auraient le droit de jouer à des jeux, entre guillemets, de filles. Les critères de la société maintenant où on croit qu'on s'est mis dans la tête, on a appris ça, que pour être heureux, il faut absolument être marié, avoir 2 enfants, blonds aux yeux bleus, aller à la mer l'été en vacances, l'hiver au ski, avoir une maison avec un jardin, un chien. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être heureux, c'est pas possible. Ah non, non, pas possible. C'est des étiquettes en fait qu'on se donne et qu'on nous colle malgré nous et qui font que du coup, ça devient après… Alors, il y a les avantages et les inconvénients qui sont associés à ces étiquettes, hein, bien évidemment, et qui font que du coup, on ne s'autorise plus à faire certaines choses ou à dire certaines choses parce qu'en fait, bah non, moi je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement. On ne s'autorise plus à être quand même. Déjà, on ne sait pas qui on est. On ne se connaît pas. Et c'est ça finalement. Moi, mon burn-out, c'est juste au moment où j'ai appris à me connaître, où on est sorti de focus et j'ai pris une grosse claque dans la tête parce que je me suis je me suis autorisée à voir qui je suis vraiment, je me suis autorisée à ressentir, je me suis autorisée à dire non, j'en peux plus et c'était tellement fort. Moi, j'ai tellement appris finalement avec ce côté un peu tendance hypersensible, j'ai toujours un peu remballé mes émotions parce que pour moi, ça servait à rien. C'était dur à vivre, la colère, c'est blessant pour les autres, ça t'avance à rien. J'ai tellement tout le temps mis un couvercle en fait dessus. Et quand je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque parce que j'étais en train de m'enterrer toute seule, ça a été quand même violent à vivre. Et c'est là vraiment. Mais aussi, tu sais, parce que les émotions que les filles en particulier ou les femmes peuvent ressentir ne sont pas toujours accueillies. Déjà entre les femmes entre elles, mais aussi parfois vis-à-vis des hommes, parce qu'eux, ils ne sont tellement pas connectés aussi, en général, à leurs émotions, à leurs sensations. Et c'est pour ça qu'on dit les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. Mais en fait, c'est pas qu'on parle pas le même langage, c'est juste qu'on ne s'est pas intéressé à différents canaux de communication et on s'est séparés, en fait. On vit comme des êtres séparés. Et moi, je me dis, mais il est grand temps que on arrive chacun à vivre les uns avec les autres, les hommes, les femmes, et justement redonner la place aussi aux femmes dans les sociétés, à leur juste place, sans pour autant léser les hommes, pas du tout. C'est chacun à sa place, en avançant les uns avec les autres. En tout cas, c'est ma perception et
Et c'est en ce monde-là que j'ai envie de croire aussi. Parce qu'en fait, ensemble, on est plus fort et on arrive à se soutenir et à avancer là où on va avoir nos forces et nos faiblesses, tu vois. Ça, il faudrait mettre une dose de bienveillance et de respect dans cette société, en fait, c'est ça. Tout à On fait. est tout le temps en concurrence, on a appris à être en compétition en permanence, et c'est cette performance-là qui nous bouffe. Parce qu'on ne se Ouais, permet tout pas à d'être fait. soi-même. Et au final, on réfléchissait pas mal par rapport à notre couple. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a 10 ans de mariage là depuis quelques jours. Et puis, on est privilégiés parce qu'on s'entend hyper bien, on s'est jamais engueulé. On a toujours réussi à communiquer. Et finalement, quand on nous demande, mais comment vous faites? Ben, en fait, on laisse l'autre être qui il veut être, dans le C'est super respect. important ce que tu dis, ça. Et ça, c'est valable à la fois dans la vie de couple, mais Ouais. c'est valable aussi dans la vie professionnelle. Et en fait, je me suis Exact. rendu compte aussi que moi, pendant cette période de burn-out et parfois même après, j'avais tendance à mettre des masques. Tu sais, les blessures, les ports de masques, le fait de jouer des rôles, Oui. Je connais de se bien dire, bon, ça. bah, puisque je suis responsable d'équipe, il faut absolument que je sache faire ça, que je me comporte comme ça, pour montrer que je suis capable de gérer une équipe, de les former, de mener les équipes à faire tous ces projets. Alors que des fois, j'avais juste envie de leur dire, non, mais attends, c'est bon, là, cool, keep cool, sois toi-même, en fait. Autorise-toi le droit d'être toi-même. J'avais comme un élan du corps, en fait, à chaque fois que m'avait mon cœur qui me parlait, ou cet élan de l'intuition, tu sais, de l'âme qui me disait faire quelque chose. Moi, en gros, qu'est-ce que je lui disais, c'est, vas-y, toi, ta gueule. Pardon, hein, c'est grossier. Oups, j'oubliais qu'on était en direct. Mais c'était vraiment un genre, tais-toi, quoi. Toi, tu sais pas. Toi, tu ne sais pas. Lui, là, il sait. Lui, là, il sait pas. Et alors, toi, là, à l'intérieur, laisse tomber. Et du coup, en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est moi que j'ai trahi. C'est moi que j'ai abandonné. C'est moi que j'ai rejeté. Mais oui, en fait, c'est ça. Mais comme tu disais, en même temps, c'est par méconnaissance de soi. C'est parce qu'on est tellement ici dans nos têtes à être à l'écoute de notre ego qui sait mieux que tout le monde. Et l'ego, il a toute sa place, hein, bien évidemment. Il est là pour nous aider à mettre en place des mécanismes de protection pour qu'on soit habitué finalement, qu'on arrive à vivre dans cette société d'hommes, hein, et de femmes, donc d'êtres humains. Mais pour autant, comme nous disait François, et j'aime bien quand il dit ça, c'est que c'est pas c'est pas le cœur et l'âme qui doivent être au service de notre mental et de notre ego. Au contraire, c'est le mental qui devrait être le serviteur de notre corps, enfin, de notre cœur et de notre cœur. Et donc de notre âme. Et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dans les livres, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose que nos parents nous ont appris, mais c'est tout simplement aussi parce qu'eux-mêmes ne savaient pas, ils n'avaient pas non plus cet éveil, cette Oui, conscience. Et moi, ça, c'est une des choses les plus belles que j'ai découvert aussi pendant tout ce parcours de l'après-burnout. Bah, déjà, la connaissance de moi, l'apprentissage de qui je suis. Et puis aussi, ouais, cette découverte, cette pépite de se dire, mais en fait, on a déjà tout en nous pour y arriver, mais on ne le sait juste pas, en fait. et puis aussi, il y a vraiment une grande part, en tout cas pour moi, j'ai fait une grosse prise de conscience par rapport à ça, c'est aussi de s'aimer dans ces Mm. moments de down, en fait. Comme on est Ouais, dans la performance, on exige beaucoup des autres, mais on exige surtout beaucoup de nous. Et on a l'impression que quand on va pas bien, qu'on a moins d'énergie, que voilà, qu'on est un peu malade ou qu'on est moins efficace que d'habitude, qu'on est nul et qu'on vaut plus rien. Et en ouais. fait, pas du tout. Et ça aussi, ça fait tout partie de ce pattern de performance, comme il dit François, finalement. On est coincé là-dedans, on s'autorise pas à avoir de down, et c'est aussi ça qui m'a fait craquer finalement, parce que je me suis pas autorisé des moments pour me ressourcer. J'étais tout le temps à fond et je voulais pas admettre que j'avais besoin de ralentir à un moment donné, et que c'est normal et que c'est humain, que ça fait pas de moi quelqu'un qui vaut rien, qui est nul dans son travail ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment d'apprendre à s'aimer. Je crois que c'est François qui montrait l'histoire du billet de 100 francs que tu prends, que tu froisses, tu craches dessus, puis que tu l'écrases. Mais quand tu le reprends, puis tu le déplies, il vaut toujours 100 francs. Sa Ouais. valeur, elle n'a pas changé. Pourquoi est-ce que nous, on pense que quand on est dans un down, qu'on est un peu en contraction, on ne vaut plus rien? Bah, une fois encore, c'est parce que c'est notre mental, hein, qui nous fait croire ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, la clé aussi, c'est d'arriver à un moment donné, bien sûr, à lui laisser toute sa place, mais en fait, de se dire, qui est-ce que j'ai envie d'entendre parler au quotidien? Qui est-ce que je vais laisser driver ma vie? Est-ce que je vais me laisser driver par ce mental où finalement j'ai toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, mais aussi toutes les choses positives, hein, parce que le mental, c'est pas que négatif, attention. Mais en gros, c'est cette version de nous, comme appelle François, le petit humain, qui va nous dire, ah bah, faut faire comme ci, parce que la société veut ci, ou je vais faire comme ça, parce que moi, je porte telle étiquette,
ou au contraire, je ne peux pas me permettre de faire ça parce que non, quelqu'un comme moi ne le fait pas. Ou est-ce qu'au contraire, je vais peut-être essayer d'être un peu plus à l'écoute de mon cœur et de mon âme. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement tourner le miroir vers soi, essayer de créer le calme à l'intérieur de soi et de connecter justement avec notre cœur, avec notre âme et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux créer de mieux pour moi, pour me regagner en énergie, pour justement retrouver des étoiles dans les yeux, une énergie haute et avec bien sûr plus d'amour, plus de bienveillance, de compassion pour soi. C'est ça. Et si je pouvais arrêter de me taper dessus avec un feu en permanence, ce serait quand même vachement bien. On revient toujours au même point en final. Ouais, tout à fait. Quels que soient les problèmes qu'on aborde, les discussions qu'on peut avoir, les challenges qu'on a, on en revient toujours au même. C'est un manque d'amour de soi, manque de connaissance et manque d'amour de soi. Non, mais c'est tellement ça. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais au plus bas, je me souviens d'une expérience de vie que j'ai vécue qui avait été tellement violente, où je me regardais dans le miroir et j'ai pris le temps pour la première fois depuis tellement longtemps de me regarder, tu sais, de me regarder dans les yeux. On dit souvent les yeux sont le miroir de l'âme. Je sais même pas comment vous décrire comment je me sentais à ce moment-là, parce qu'en fait, quand je me suis regardée, j'avais l'impression d'avoir un corps inhabité, comme si mon âme avait quitté mon corps. C'était violent, c'était d'une violence. Et en même temps, ça a été aussi de me dire, waouh, j'en suis tellement arrivée à me renier moi-même, à me trahir moi-même, à me rejeter moi-même, que pour mon âme, mon enveloppe corporelle, qui me permet de vivre physiquement cette vie sur Terre, mon âme en est arrivée à avoir envie de partir, tu vois, à avoir envie de quitter ce corps. Elle était encore là, il y avait encore ce lien, tu vois. Mais j'ai compris ce jour-là. Alors, je ne sais pas si je l'ai compris exactement ce jour-là ou après, mais j'ai fini par comprendre, en tout cas, comment, malheureusement, certaines personnes pouvaient arriver à mettre fin à ces jours. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, c'est encore hyper tabou. Mais souvent, tu sais, on entend parfois dans les journaux, un tel s'est défenestré au travail, un tel s'est pendu. J'ai jamais compris, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais quand même, il faut être un peu fou, là, pour arriver à ce… J'étais dans le jugement, clairement, j'étais dans l'incompréhension aussi. Et bien, ce jour-là, j'ai compris, parce que je me suis dit, punaise, en fait, quand tu t'es tellement maltraité toi-même, sans même t'en rendre compte, parce que c'était de l'inconscience, de l'ignorance, hein. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas que je me faisais du mal à moi-même. En fait, je m'étais tellement martyrisée moi-même, je m'étais tellement fait souffrir que mon corps avait eu envie de quitter mon âme. Alors après, heureusement, je me suis reprise en main. J'avais quand même encore suffisamment d'énergie vitale et d'amour malgré tout pour moi pour me dire non mais attends, est-ce que tu as vraiment envie que ta vie s'arrête là? Est-ce que tu as vraiment envie de quitter cette vie que tu t'es créée? Parce que c'était ça aussi pour moi l'incohérence, hein, parce qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas, alors que j'étais consciente des choix que j'avais faits. J'avais choisi ce travail, j'avais choisi l'homme avec qui j'avais décidé de vivre, j'avais choisi de me marier, d'avoir des enfants, j'avais choisi d'avoir cette vie bien rangée, tu vois. Et pour autant, le fait d'en être arrivée là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment, en ayant fait ces choix qui te semblaient être ce qu'il fallait, que j'avais fait en cohérence avec ce que je croyais être juste à l'époque, comment je peux en arriver à ne plus savoir qui je suis, à ne plus avoir de sens dans ma vie et limite à me demander si ma vie vaut encore quelque chose. Tellement. Ça, c'est ce qui m'a le plus… C'est comme je sais pas, comme une espèce de coup de massue que tu te prends dans la tête, là, et tu… What? Donc là, il faut que je m'arrête. Ok. Mais en même temps, ça a été le point de départ de, bon, allez, maintenant, on arrête les conneries, là. On va enfin s'accorder, je vais enfin m'accorder le droit de souffler. De toute façon, tu es face au mur. Ben oui, j'étais face au mur en fait, hein, comme toi, comme tu disais tout à l'heure. Il reste que à changer quelque chose ou à partir. Ouais. Et alors toi, Cyril, parce que tu disais tout à l'heure que tu savais pas vraiment si tu avais fait un burn-out, que peut-être tu avais eu quelques signes, mais qu'en même temps, c'était pas aussi clair aussi. Comment toi, tu as vécu toutes ces années-là, à la fois par rapport à Caroline, mais surtout par rapport à toi, par rapport à tes expériences professionnelles et tout ça? Moi, c'était surtout je l'appelle mon syndrome du brouillard. Qu'est-ce que c'est? En fait, mon expérience du passé a fait en sorte que je me suis perdu avec moi-même. Comme tu le disais il y a juste 15 secondes, Ouais. tu sais plus qui t'es, tu sais plus ce que tu as envie, tu sais plus où aller, dans quelle direction.
tu ressens même plus les trucs qui te font plaisir, en fait. Ouais. Les choses, j'ai une passion pour le modélisme. Même ça, je me disais, mais je ressens rien du. Enfin, Ouais. il y a tout qui était plat. Il y avait plus aucun goût à rien, en fait, à la vie. Il y avait plus de goût à la vie. Et ben, le fait que il y a eu un accident de vélo. Caro a fait un accident de vélo il y a quoi, 3 ans maintenant, 4 ans? Oui, 4 ans, je crois. Ouais. Et puis en fait, ça nous a arrêtés. Ça nous a arrêtés parce qu'on fuyait. On n'a pas pu avoir d'enfants. Et puis on fuyait des décisions qu'on n'avait pas prises en fait. Donc du coup, quand toi tu cours, puis que les décisions, enfin, la vie essaye de te rattraper, mais qu'elle arrive pas parce que toi tu cours le plus vite possible. Et quand tu t'arrêtes, parce que la vie elle va te dire bon ben la porte, tu veux pas la passer, même comme ça, tu sais, avec les deux bras comme ça, je veux pas la passer. La vie elle va te dire je te pousse, tu vas la passer, tu vas te péter quelque chose, tant pis pour toi. Puis ben c'est ce qui est arrivé à Caro. Et puis ça nous a obligés de nous arrêter. Puis du coup, tous les problèmes, ils ont fait coucou. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ça a été un peu la remise en question. Puis c'est à partir de là, en fait, le fait de d'arrêter de courir, ça m'a encore plus fait plonger dans ce brouillard dans lequel j'étais, en fait, déjà, mais simplement que ouais, je le voyais différemment. Et puis ça a tout été ouais, le challenge d'en sortir, en fait, de retrouver comment se reconnecter à cette partie qui manque, en fait, de moi. J'avais vraiment Mais comment l'impression tu as d'être fait du plus. coup? Parce que moi, clairement, pour me sortir de mon burn-out, je me suis accrochée à tout ce que j'ai pu, hein, ma famille, mes amis. J'ai suivi une thérapeute pendant plusieurs mois, tu vois. J'ai aussi été en arrêt de travail pour pouvoir me reconstruire. J'ai suivi des séances de coaching, j'ai fait un bilan de compétences. Tellement j'étais sans dessus dessous, en fait, il a fallu tout ça pour m'aider justement à me reconnaître, à découvrir qui je suis, à faire le tri parce que c'était vraiment le bazar dans ma tête. Et puis c'est vrai que la thérapeute qui m'avait accompagnée avait aussi des outils très efficaces de thérapie brève, tu vois, pour aider aussi à dénouer d'un point de vue neurologique tout ce qui avait les nœuds entre le cerveau gauche, le cerveau droit. Et c'est vrai que je me dis, punaise, heureusement que que j'avais les moyens de pouvoir m'offrir ça et que je m'autorisais le droit de faire ça, tu vois. Parce que clairement, dans le syndrome de la superwoman, moi qui n'ai besoin d'aide de personne, j'aurais très bien pu continuer là-dedans, en mode non, non, mais je ne veux d'aide de personne, je suis une warrior, je vais y arriver coûte que coûte jusqu'à la mort. Sauf que là, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien. Donc, j'avais pas le choix à un moment donné. C'est là, en fait, c'est est-ce que je vais enfin accepter de demander de l'aide? Première étape, ça, je l'avais passé. Mais après, il fallait être capable de la recevoir parce qu'au début, du coup, les gens venaient m'aider, mais je les envoyais bouler. Et j'en avais pas conscience. Hein. Et Tellement. après, je me suis Oui, dit, bah, faut peut-être être un peu cohérent. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable d'accepter de l'aide, de la recevoir. Et c'est vrai qu'à partir de là, après, bon an, mal an, finalement, je me suis reconstruit. Il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années, en fait, hein, avant de me ouais, sentir vraiment solide, quoi. Et encore, je ne me considère pas inébranlable. Hein. Au contraire, je suis toujours vigilante. En tout cas, j'essaye de l'être mais avec beaucoup plus d'amour, de compassion et de bienveillance vis-à-vis de moi. Dès que je me sens que je me tape dessus, oh là, calme-toi. Calme-toi, essaye d'être un peu plus douce là. Que te dirait ta meilleure amie? Elle te dirait pas, t'es nul, t'y arrives pas, gna 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 gna. Elle te dirait, bon, c'est ok. tellement. Cela aussi changera. Oui, bah oui. Mais Comment vous il avez y fait, a vous, pas de du coup, pour formule, vous en sortir? il y a pas de formule magique pour s'en sortir. C'est de faire ce qui vient, comme tu dis, d'aller chez un psy, d'aller voir tel, d'aller voir des amis ou un kiné ou ce qui te vient en fait. Faut pas. Ouais, c'est être à l'écoute de son besoin, c'est ça, le besoin Ouais, du moment, c'est de même quoi si à j'ai besoin. ce moment-là, on n'en a aucune idée. Parce que moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était mon besoin. C'est juste, je faisais les trucs parce que, ben voilà, je voyais que j'allais pas bien, je faisais des choses. Puis comme tu dis au début, bon, ok, après le coup dur, tu demandes de l'aide. Mais en fait, tu demandes de l'aide, puis ceux qui te disent des choses sur toi, tu dis, hein, tu n'as pas envie de recevoir. Puis au fur et à mesure que plusieurs personnes te disent la même chose, mais expliquées sous d'autres angles, avec d'autres points de vue, tu dis, bon, ben, ils me disent tous la même chose. Et puis, les choses font gentiment route dans la tête. Ça vient petit à petit au fur et à mesure. Il n'y a pas de,
Il y a malheureusement pas Ouais. de formule C'est magique. ça aussi qu'il faut accepter, hein, c'est d'accepter que les choses vont se remettre en place petit à petit avec du Mm, temps. Et ça, pour un ultra performeur, la notion de il faut que ça prenne du temps. Enfin, je mm, sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été hyper challenging parce que, en gros, j'aurais aimé, tu vois, que quelqu'un arrive avec un peu comme quand tu vas au garage pour faire réparer ta voiture, tu vois, mm. quand tu as un pneu qui est crevé, le mécanicien, il arrive, bim, il change le pneu et c'est reparti. Tellement. Parce que là, c'est comme si j'avais eu un carambolage de fou et qu'il y avait tout à refaire. Donc, bah, forcément, c'est pas juste une visite chez le garage qu'il va falloir, c'est une multitude de visites pour. Moi, ça a été vraiment de faire le chemin, d'accueillir ce que je vivais et Ouais, d'intégrer finalement tous les outils, tous les enseignements que François nous a donnés. Parce qu'au final, je les avais tous les outils, mais je ne les mettais pas en pratique. Donc, ça a vraiment été d'intégrer les méditations qu'il nous a proposées sur l'accueil. Ça m'a énormément aidé aussi parce que j'ai fait des crises où je supportais vraiment plus rien et de me poser avec ça puis de dire OK, c'est la chanson You'll Be OK, ah ouais. ça va aller, ça va changer, ça va passer. Ça a été un gros travail là-dessus. Après, j'ai pas eu besoin d'aller forcément consulter. J'ai été obligée parce que j'étais en arrêt de travail, donc tu dois être suivi Ouais. par une psychologue. Ce qui m'a aidé quand même, c'était de ressentir un peu. En fait, elle a un peu validé ce que je ressentais moi. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, je suis en train de virer folle, je suis pas Mm. normale. Et en fait, non, elle a simplement mis des mots dessus et ça m'a permis d'aller de l'avant et de l'accueillir et de me respecter encore plus, en fait. Mais tu sais, c'est pas étonnant parce que, et ça, François nous en parlait souvent, hein, de ce sentiment de parfois avoir l'impression qu'on est bipolaire. Parce que comme on rentre dans ce schéma de performance, il y a des moments où on est au taquet, on carbure à l'adrénaline, donc on a l'impression que tout va bien, qu'on est des super héros, là, qu'on va réussir à tout faire. Sauf que jusqu'à ce qu'on arrive à, on va dire, à notre limite d'énergie possible, où là, on s'écroule. Et comme les highs et les downs, ils sont d'une amplitude très élevée, bah, tu passes de oh, et là tu te dis mais c'est pas possible, j'ai un problème dans ma tête, ça va pas. Et moi il y a des moments où je me suis demandé si j'avais une santé mentale saine, Ah ouais. tu vois. Mhm. Et pourtant je me considérais pas, j'avais pas le sentiment d'avoir une maladie ou quoi que ce soit, mais le fait d'avoir tout le temps des pensées comme ça dans la tête qui ruminent, qui ruminent, qui ruminent, je suis pas assez, je fais ci, je fais ça. Un tel est mieux que moi, une telle est mieux que moi, je suis pas à ma place. Enfin, je sais pas, je sais même plus toutes ces choses que je me disais. Et en même temps, des fois d'être capable de dire bon bah tais-toi un peu là-haut, laisse-moi avancer, j'avançais. Donc là, je repartais, je repartais, je repartais. Et j'étais toujours dans l'attente de la validation des autres. Malgré tout, je mettais mon amour à l'extérieur. C'est ce que nous expliquait François aussi, hein. On est dans l'attente d'être nourri en fait par les autres. Et moi, je sais que l'un des plus gros changements, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de plus être dans cette dépendance affective des autres, de me dire que les autres, ils font partie intégrante de ma vie, mais c'est pas à eux que je vais remettre mon pouvoir. Mhm. J'essaye de m'apporter suffisamment d'amour, suffisamment de compassion et de bienveillance vis-à-vis de moi pour me dire que quoi qu'il arrive, j'aurai un capital estime de moi, amour de moi et confiance en moi suffisant, alors qu'il va varier forcément, hein, malgré tout en fonction de l'humeur, l'énergie, l'état d'esprit et tout. Évidemment, c'est pas le top du top tout le temps. Mais déjà d'accepter hein, qu'il y ait des variations dans ça, mais quand même de me dire, est-ce que je peux m'aimer suffisamment pour me choisir en peut-être acceptant que je vais blesser les autres. Et ça, pour moi, ça a été compliqué parce que je déteste les conflits. La Blessé, Mhm. Lise parfaite qui veut être aimée n'aime pas les conflits. Donc, de penser que je vais me choisir, que je vais faire du mal, peut-être en me choisissant à mes enfants, à mon mari, à mes collègues ou je ne sais qui, mais c'était une violence pour moi. C'était pas pensable, en fait. Mais en même temps, c'était ça qu'il fallait faire. Bah Et oui. c'est ce que je fais de plus en plus. Et aujourd'hui, je me dis, bah, ok, mais il faut accepter de laisser bah d'accepter qu'on va faire forcément souffrir les autres et qu'en même temps, ça ne nous appartient pas. Chacun doit faire son chemin, quoi. responsabilité, c'est ça. Je Ouais. suis responsable que de moi-même et pas des autres. Et je fais mes choix pour moi, pour Mm, mon équilibre, pour respecter mes besoins, pour suivre mes valeurs. Et si ça convient pas, c'est pas de ma responsabilité. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais c'est vrai qu'on se met tellement de pression. Moi, j'avais mis tellement de pression du fait que je m'étais identifiée vraiment beaucoup à mon entreprise. J'avais une grosse peur de les décevoir. c'est fou, ça. Mais moi, j'ai vécu pareil. Moi, j'étais la première salariée de l'entreprise, donc j'ai pas fondé cette entreprise, mais c'était tout comme, tu vois. Et Ouais. le jour où je suis partie, j'avais l'impression de quitter la famille, de quitter les projets, de trahir les médecins avec lesquels j'avais travaillé, de trahir les patients parce que
Et en même temps, je n'étais plus en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, le fait que l'aspect financier avait un peu pris le dessus. Et c'était pas une mauvaise chose en soi, c'était simplement, il ne laissait plus le temps, tu vois, au temps. On nous mettait aussi la pression, c'était la pression du résultat, en fait. Sauf que moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais appris à l'époque au lycée, c'est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui disait ça. Excellent. Si tu veux, ça a toujours drivé mes recherches, quels que soient les types de recherches que j'ai menées. Tant que c'était en cohérence avec cette tirade-là, ça allait. Et là, j'avais l'impression de faire de la science, mais sans conscience. On en faisait, mais il fallait qu'on aille plus vite, il fallait qu'on ait des résultats, et donc ça voulait dire peut-être ne pas prendre le temps d'analyser les résultats et du coup d'être sûr de l'algorithme qu'on allait développer pour aller avec le dispositif médical. Et du coup, à la fois, j'étais en burn-out parce que j'avais trop d'activités, j'étais surmenée et tout. Et en même temps, je l'ai compris après, tu parlais des valeurs, j'étais en contraction de valeurs. Mes valeurs n'étaient plus respectées. Mais parce que, à chaque fois que mon cœur, ma petite voix et mon intuition intérieure me disaient, Hélène, ça, tu n'es pas d'accord avec toi et tu le sais. Qu'est-ce que je lui disais? Chut, ta gueule, on s'en fout. On doit avancer. Le boss, il a dit qu'on avance. Les investisseurs, ils ont dit, il faut qu'on ait des résultats. Et en fait, c'est peut-être juste aussi, et ça c'est un message pour les sociétés, pour les entrepreneurs, pour les entreprises dans lesquelles on vit, dans lesquelles on évolue aujourd'hui. Moi, je suis convaincue qu'on peut créer de la valeur, créer de la richesse, mais peut-être aussi remettre des valeurs et des vraies valeurs au cœur de tout ça, tu vois. Et de se dire que les ressources humaines, la valeur humaine, la valeur de la vie humaine est tout aussi importante que le capital qui est investi. Et que d'être capable d'investir dans les hommes, que d'être capable d'être dans ses valeurs et d'essayer d'avancer dans ses valeurs, ça peut vraiment faire la différence. Après, chacun prend sa responsabilité. Chacun devrait aussi apprendre à se connaître, apprendre à jouer le jeu de la vie en étant vraiment qui il est. Il y a du boulot, hein. Mais tu vois, et c'est pour ça que les éveilleurs de conscience comme nous, là, qui faisons partie de ce groupe de François, moi, je me dis éveilleur de conscience. Parfois encore, j'ai ce syndrome de l'imposteur. T'es qui, toi, pour t'étiqueter éveilleur de conscience? T'es qui, toi, pour te dire coach fun? Mais en même temps, je suis qui, moi? Mais je le sens. C'est comme un appel, c'est comme le cœur qui parle, c'est comme si j'étais faite pour ça. Il est là, mon talent. Donc, arrête de dire ta gueule à ta petite voix intérieure et permets-toi de faire. Et tu vois, j'ai commencé ces activités par le biais associatif parce que, contrairement à vous, moi, j'ai pas eu les cojones de claquer mon taf pour créer mon entreprise, mais en même temps, c'était aussi ça mon besoin du moment. J'avais suffisamment encore besoin de sécurité pour pas mettre ma famille en danger, parce que c'était ça pour moi, quitter mon job, c'était mettre ma famille en danger, c'était aller vers l'insécurité. Et je ne voulais pas. Donc je me suis dit, ok, maintenant tu vas t'écouter. D'abord, tu vas continuer à travailler, te mettre en mouvement petit à petit pour te rassurer, parce que tu as juste besoin d'être rassuré sur ta capacité à faire les choses. Et puis, tu vas avancer un pas après l'autre. Association, coaching, et un, et deux. Et tu vas faire du gratuit pour te rassurer. Alors que des fois, j'ai conscience de la valeur de ce que je propose, de ce que ça vaut. Et en même temps, je me dis, mais c'est OK, ça va cheminer. Et en même temps, on s'en fiche, on se détache du résultat. C'est quoi ton intention première? Mon intention première, c'est de contribuer, de faire de ce monde un monde meilleur, d'aider les gens à être éveillés, en disant simplement que moi aussi, je ne suis pas parvenue. Je suis une femme comme tout le monde, avec ses qualités, ses défauts, entre guillemets, qui est là, qui fait du mieux qu'elle peut et qui a envie d'aider. Et si je peux me détacher du résultat et si je peux suivre la voie de mon cœur, je sais que ça y arrivera. Et au plus j'avance comme ça, au plus ça marche en fait. Et je me dis, l'aspect financier, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important. Un jour, j'espère que je pourrai en vivre de mon coaching, tu vois. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et ça, c'est pareil, il a fallu que je l'accepte, ça. De m'accepter dans cette version-là de moi, est-ce que tu n'es pas encore en train de te limiter? Mais il faut aussi arriver à trouver une harmonie entre le petit ego, là, et puis l'élan du cœur qui est… Parce que moi, quand j'ai eu une prise de conscience, c'était un truc de fou. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer. C'est l'ouverture, tu sais, quand ton cœur, ton âme s'ouvre et tu es connecté à ça et tu dis, mais je joue petit. Je joue tellement petit. Mais en même temps, ça fait tellement flipper. Bah oui. Mais c'est ça aussi, on a vite tendance à être soit tout, soit rien. Ouais. Soit être on-off. Puis c'est aussi du respect de soi, de l'amour de soi, de quand on a fait notre burn-out, qu'on a passé le moment où pendant plusieurs mois on fait rien, etc. Parce qu'on doit passer par là.
parce qu'il y a eu un tel high qu'il faut retrouver un équilibre. Il y aura ce moment où tu n'auras rien envie de faire. Puis quand tu as envie tu as un petit peu quelque chose qui revient, mais éviter de rechercher l'extrême, je plaque tout ou autre. Moi, ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, c'est OK, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je peux trouver, entre guillemets, un consensus, un moitié-moitié avec moi-même, en fait. Je fais un deal avec moi-même. OK, je suis dans mon brouillard, je sais plus ce que je veux de ma vie, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire juste pour aller un petit peu de l'avant? Juste un petit peu. Est-ce que, ben, par exemple, Ce qui est difficile, c'est que souvent dans le développement personnel, parce que forcément, quand tu commences à toucher un peu à ça, tu suis plusieurs personnes, il y a aussi quand même pas mal de gens qui te disent, allez, sors de ta zone de confort, oui, surmonte tes peurs, mais sauf qu'on ne te dit pas que il y a peut-être quand même des limites. Et là, c'est pareil, tu reviens toucher à c'est quoi tes limites. Et tant que tu n'as pas identifié tes limites, en gros, c'est quel est le plus petit pas possible que je peux faire, mais qui me respecte moi. Le jour où le jour où j'ai compris ça, le jour où je me suis permis ça, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'étais tellement tétanisée, parce qu'en fait, du coup, je n'avançais pas. J'étais paralysée. J'avais cet élan du cœur, cet élan de l'âme qui me disait, oui, tu es faite pour être coach, tu es faite pour aider, tu es faite pour éveiller, tu es faite pour ça. En même temps, je ne savais pas comment faire. Et en même temps, quand je voulais faire, bah, c'était tout de suite une montagne. Et en même temps, du coup, ça me démoralisait, j'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, bah, ok, un pas à la fois. Polé, comme dirait François. Un pas à la fois. Et si je suis connue comme François, tant mieux. Et si je suis pas connue comme François, il est où le problème? Si je n'aide ne serait-ce qu'une personne, bah, ce sera déjà ça. Tu viens de le dire, en fait. Le but, c'est pas d'être un deuxième François. On s'en fiche d'être un deuxième François. Il y en a un et il est… Oui, mais moi, je rêvais d'être comme lui. Tu vois, à l'époque, c'était lui. Quand j'ai découvert, je me suis dit, mais il a tellement raison, il a tout compris. C'est génial ce qu'il propose. Tu vois, j'étais là, je voulais en parler, j'en parlais à tout le monde. J'ai tellement gavé les gens autour de moi et c'est pour ça qu'ils ont eu peur de cette secte. On l'a fait aussi, t'inquiète pas. On l'a fait aussi à une période. À un moment donné, finalement, chacun sa place. Chacun sa façon de faire, chacun ses couleurs. Nous, on a décidé de lancer Croqueville, de faire un petit peu. Alors, c'est sûr, c'est teinté des enseignements de François, c'est obligé. On a vécu François 3 ans, on continue, on le suit toujours. Donc, forcément, c'est juste une évidence. Mais par contre, on va le faire à notre sauce, avec nos couleurs, avec notre énergie. Et puis, on va se construire comme ça. Et il y en a bien assez pour tout le monde. Donc, ouais, tout à fait. C'est pas un problème. Et alors, Croqueville, c'est quoi? Vous pouvez nous en parler un petit peu ou pas? Je vais juste peut-être revenir juste sur une petite chose avant. Vas-y, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai coupé. Ouais, pas de souci. C'est juste ce qui est important peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est justement au moment où tu essayes de te reconstruire après le burn-out, que ce soit pour toi-même ou par rapport au couple, bah, c'est de permettre à l'autre en fait d'avoir un environnement qui soit bon, qui soit un bon environnement autour. Donc, bah, par exemple, Caro, comme tu disais, bah, toi aussi, tu disais, bah, allez, vas-y, sors, affronte tes peurs, tes machins, etc. Va de l'avant, go, go. Je lui ai jamais dit, allez, maintenant, ça fait 6 mois que tu bosses pas. Allez, maintenant, faut que tu te bouges le cul, faut que tu retrouves quelque chose. Les finances, c'est difficile. Et quand tu es en burn-out, bah oui, mais quand tu es en burn-out, t'es tellement, ouais, je sais pas. Ouais, tu peux plus fonctionner à la pression. C'est-à-dire que là, ça vient tellement. Ça te met la pression, puis tu arrives devant un mur direct, quoi, de nouveau, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment d'avoir assez d'amour pour soi puis pour l'autre, de lui laisser vivre ce qu'il a à vivre, en fait. Si pendant 6 mois, il ne fout rien, bah, c'est ce qu'il doit vivre, c'est tout. De le laisser être ce qu'il veut être, puis si tout d'un coup, il veut se lancer je sais pas, dans un truc complètement aberrant, ben, faut le suivre. Faut pas lui dire, le retenir. C'est ça que je veux dire. Faut pas le retenir. Essayer de contrôler l'autre. De le contrôler. Mais peut-être lui dire, OK, tu veux faire ça? OK, vas-y, fais-le. Mais moi, ça me plaît pas. Mais si c'est ce que tu as à vivre, OK, je te laisse le faire. Finalement, ça t'a permis de te libérer aussi. Ben oui. Lui, il avait beaucoup plus de craintes, beaucoup plus de blocage que moi par rapport aux finances. C'était plus difficile à vivre pour toi et ça t'a permis d'affronter ça, en guillemets, de libérer en tout cas quelques couches par rapport à ça. Puis on s'est rendu compte que c'était pas si grave, c'est pas la fin du monde, on peut quand même vivre, on a un toit sur la tête, on peut manger. Donc c'est tout des petites pelures d'oignons qu'on épluche. Mais c'est vrai que ce respect-là que tu as eu et cette patience, puis de me laisser simplement vivre ce que j'avais à traverser,
ça a été hyper précieux. Je pense que ça se serait mal passé si tu m'avais mis la pression. Mais j'allais rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a aussi pas mal de couples, on n'en a pas parlé, parce que vous comme moi, on a eu la chance à travers notre parcours de rester, de continuer avec notre conjoint. Tu vois, mon mari et moi, on a vécu cette période ensemble. Il y a eu effectivement des moments où on s'est dit mince, c'est chaud là quand même, tu vois. Et pour autant, on a su s'accueillir l'un l'autre, on a su essayer de respecter l'un et l'autre. Bien sûr, il y a eu des moments où peut-être on avait eu envie de lâcher, tu vois, j'en sais rien. Mais et ça, c'est aussi une clé. Et c'est vrai que là, je trouve que parfois, on a tendance en fait à être tellement dans c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais. Et du coup, on n'est plus non plus dans cette tolérance de l'autre, tu vois. On est dans ma vérité est la bonne. Donc toi, avec ta vérité, va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Ou Mais les peurs. on n'est pas dans la tolérance du tout, en fait, du coup. Ou les peurs, simplement. Par exemple, Oui, clairement. il y avait la peur financière. Sur un salaire, on n'arrive pas à tourner avec le loyer qu'on a, etc., etc. Il aurait fallu déménager dans un appartement plus petit. Et puis, le fait de… Ah, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais au début? La peur, tu sais, la peur de se retrouver dans le besoin financier. On parlait aussi du fait d'écouter l'autre dans sa vérité et d'être tolérant entre ce que chacun doit vivre pour avancer, quoi. Ouais, le fait d'avoir la peur va faire aussi que tu vas aller secouer l'autre. Parce que, allez, vas-y, bouge, fais quelque chose. Mais c'est là aussi qu'il faut se voir aller. Si on arrive, c'est que, en fait, c'est notre propre reflet. Ouais. Parce qu'on réagit chez l'autre, c'est ce qu'on a en nous. Ouais. Donc, pour les couples qui par exemple, seraient manants, il y en a un, l'homme ou la femme, qui est en burn-out, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider? C'est de simplement, d'essayer de comprendre l'autre. Il est dans un état où il y a vraiment… C'est comme si, moi j'ai l'image où, enfin mon brouillard, je suis assis sur un caillou au beau milieu du brouillard, puis tu vois pas un mètre, tu sais pas dans quelle direction aller. Et puis tu as tendance à vouloir attendre que le brouillard se lève, puis allez hop, on y va. Mais c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Faut se lever, prendre ses couilles en main, puis se dire, je vais dans une direction. Tant pis si c'est la fausse. Puis quand je serai sorti, si je vois que je suis allé dans la mauvaise direction, je rechange après. Ouais, c'est ça. Mais c'est de laisser justement au conjoint, s'il doit procrastiner, rien faire pendant 6 mois, voilà. S'il se met au tricot, qu'il se mette au tricot, juste le laisser faire ce qui vient. Ouais. Ça, ce que tu dis, c'est clé parce que tu vois, mon mari, c'est clairement ce qu'il a fait. Vas-y, excuse-moi, Caroline, tu raconteras après. Au niveau des émotions, je trouve que c'est hyper important de laisser et d'accueillir l'autre dans ses émotions, de ne pas essayer de mettre un couvercle dessus, juste de dire, ok, juste lui permettre d'être triste, juste lui permettre d'être en colère et puis pas aller contre en disant, ah mais arrête, t'as pas bientôt fini de pleurer, c'est chiant, il faut que tu te secoues. Non, juste accepter et accueillir l'état dans lequel est l'autre pour, finalement, ça désamorce en fait. Tout à fait. Plus tu vas à l'encontre, plus tu mets de l'huile sur le feu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je reconnais tout à fait ce que vous décrivez. Là, c'est tout à fait l'attitude que mon conjoint a eue vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que pour ça, j'ai une infinie gratitude parce que c'est aussi grâce à ça qu'on est toujours ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'effectivement, il m'a vu passer par toutes les étapes, des étapes de découragement, des étapes où, au contraire, pleines de joie, où il y avait plein de monde à la maison, c'était la fête à gogo, c'était les sorties à tout va, parce qu'en fait, j'avais tellement pas eu de vie sociale pendant les 3 dernières années où j'ai eu mon burn-out, là où le truc s'est installé petit à petit. Je m'étais coupée de mes amis, je faisais du sport, mais j'y allais en mode performance, tu vois, j'y allais pas pour me faire des liens sociaux, j'y allais pour bourriner, quoi. Et le jour où je me suis enfin autorisée à réavoir une vie sociale, à m'intéresser à qui je suis moi et qui je suis avec les autres, du coup, il y a eu des fiestas à gogo, il y a eu des sorties, des challenges sportifs. Il y a eu des extrêmes aussi, dans un sens comme dans l'autre. Et mon mari, il était là, il me regardait, il me soutenait, il m'accueillait à travers tout ça. Et j'ai pas le sentiment qu'il portait vraiment de jugement. Alors, de temps en temps, il me taquinait un peu, il me disait « Oh, ma femme, là, on dirait que tu es redevenue adolescente et que tu as 15 ans. » Donc là, je me disais peut-être que j'exagère un peu quand même. Mais tu vois, c'est grâce à lui que je me suis reconstruite aussi. Hein. C'est plus un guide et un soutien. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Un espèce de garde-fou qui me disait, oh là, peut-être,
tu vas un peu loin, est-ce que tu veux pas redresser un peu la barre, mais sans être accusateur et dans le jugement, et ça, c'est hyper Mm. précieux. C'est Ouais. ce qui permet Laisser une c'est ce chance, qui permet ouais. d'avancer rapidement aussi. Bah, si chaque fois, bah, je sais pas, la conjointe, à chaque fois sur le canapé à regarder Netflix depuis 6 mois, puis si chaque fois ok, bah, maintenant arrête de regarder, enfin, ce à quoi tu résistes, bah, ça persiste, hein. Mm. Le fait de l'accueillir, ben, chez l'autre, ok, bah, regarde ton Netflix, mais chez l'autre, Ça enlève la ça enlève culpabilité. la culpabilité, Ouais. ça désamorce des choses qui fait que, ben, ça va gentiment changer. Tu sors de la performance, en fait. Voilà. Parce qu'en rentrant dans le cadre de l'autre, tu y remets une couche de performance. T'es pas Mais assez. ça, tu sais, c'est le cinquième accord Toltec, en fait, hein. François Ouais. nous parle beaucoup des accords Toltec. Moi, j'avais fait une série de vidéos là-dessus aussi, parce qu'effectivement, c'est aussi ce qui nous permet de développer notre vigilance et notre compréhension et notre observance sur nous. Et le cinquième accord Toltec, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et c'est vraiment ça, en fait. Ça va nous aider justement à faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres Mhm. et d'être capable d'écouter la vérité de l'autre et d'aller justement la visiter. Non plus en émettant des jugements. Bon, après, tu peux en porter si tu veux, mais en tout cas, essayer de le faire en conscience si c'est le cas. Et de se dire, OK, est-ce que je peux essayer de m'intéresser aux besoins de ma femme, aux besoins de mon homme, et peut-être tout simplement lui dire, tu sais, chérie, moi, je sais que mon mari me l'a dit, et je lui avais dit aussi à l'époque où lui, il avait eu des problèmes aussi, c'est, écoute, je vois bien que tu n'es pas disposé, là, que tu n'as pas forcément envie de mon aide, mais sache que si tu as besoin de moi, je suis là. Et en dehors des mots, ça passe aussi par des actions. Et les actions, parfois, c'est juste être là et pas forcément faire des choses. C'est être là, montrer que je suis là. Je lui ai dit, je suis là. Donc, je suis là. Mais pour autant, je lui laisse la liberté de faire et de vivre ce qu'il a à vivre. Et clairement, moi, mon époux, il a été comme ça. Et ça a fortement contribué À sa vitesse, je pense que c'est à, vrai. ma guérison et à mon avancement, quoi, tu vois. Oui. Ouais. En tout cas, c'est beau parce que du coup, moi, je trouve ça magnifique le parcours que vous vivez, de pouvoir le vivre ensemble. Et moi, c'est souvent une frustration. Je me dis, oh, j'aimerais bien que mon mari et moi, on fasse la même chose. Mais en fait, je ne devrais même pas dire ça parce qu'au fur et à mesure, je prends conscience qu'on avance ensemble. C'est juste que lui, il n'a pas forcément envie d'être mis en lumière ou, tu vois, d'être sur les réseaux sociaux et tout. Et pour autant, tu vois, ça, je l'accepte aujourd'hui. Ouais, je pense que je suis OK avec ça maintenant. Tu vois, même je vais souvent forcer la main pour venir avec moi aux formations, au reset, au bootcamp, au machin. Et en fait, il n'en ressent pas le besoin. Et je sais qu'il avance avec moi malgré tout parce que je Ah oui. partage beaucoup avec lui. Et Parce que tu changes toi aussi, donc il change ouais, automatiquement. Mhm. C'est forcé. Tu c'est sais, ça. c'était pas calculé, c'était pas prévu. On s'est pas dit un matin, ah ben on va faire un truc ensemble. Ça Ouais. s'est présenté tout seul parce qu'on avait tous les deux cette valeur de contribution qu'on voulait vraiment remplir plus dans nos vies. Et puis ben voilà, ça s'est mis en place. Moi, je savais que ça fait longtemps que je m'intéressais à la kinésiologie. Je me suis dit, bah c'est le moment jamais. Là, je me lance, je fais une école. Cyril, c'est pas son trip. Par contre, il sera excellent plutôt dans le coaching. Il part la théorie polyvagale. Enfin bref, on a chacun un petit peu notre truc qui nous fait un peu plus vibrer. Toujours avec, c'est marrant, c'est toujours François Il fait un peu la colle dans qui tout fait la ça. colle là au milieu parce qu'il y a tout qui se rejoint et c'est juste exceptionnel. Je trouve qu'on est privilégié, mais c'était pas du tout calculé. Puis c'est pas non plus un truc qu'on s'impose. C'est totalement libre finalement. Oui. Si tu me dis demain, bah ça me convient pas, moi je veux arrêter ça, bah t'arrêtes. Moi, je suis encore dans la partie où, entre guillemets, je me suis levé de mon caillou, j'avance dans mon brouillard, je n'ai aucune idée où je vais. Croqueville, c'est quelque chose ouais, que j'ai envie de faire, je le fais, mais peut-être dans 6 mois, peut-être que je me mets, je sais pas, à faire du tricot ou à devenir cuisinier, j'en ai aucune idée. Je m'en fous, on verra après. Mais en fait, c'est ça aussi qui est agréable, hein, d'essayer d'avancer en essayant d'arrêter justement de se mettre la pression, en se détachant du résultat en fait, en se disant, OK, On verra je vais bien. faire comme l'agriculteur, je vais avoir confiance en la vie, je vais aller semer mes petites graines, arroser mon terrain, enlever les mauvaises herbes pour essayer d'en faire un terrain fertile. Et puis après, avoir juste confiance que les choses vont forcément se mettre en place. Et c'est ça qui est super difficile. Et je trouve qu'en cette période de Covid, moi, c'est venu beaucoup me challenger, c'est avoir la foi en la vie, avoir la foi en processus. Il y a tous mes anciens schémas qui sont revenus, qui sont encore parfois là, mais qui sont vraiment bien revenus me Ah, chatouiller. Ils sont Et je me bien. disais, mais est-ce que tu peux arrêter d'être connecté avec tes peurs, avec ton mental là, qui était là permanent, et de te reconnecter justement avec ton cœur, ton âme, et punaise, juste foutre la paix
et de laisser cet élan, tu vois, vivre, être, tout simplement, en te détachant du résultat. Et peu importe les gens qui t'écoutent, peu importe l'effet que ça aura sur eux, toi, ramène-toi à ton objectif premier. Quelle est ton intention première? Avec beaucoup de douceur pour soi-même aussi. Ouais. Oui. On a fou, tendance beaucoup à s'auto-flageller. Et, là, j'ai fait l'expérience, c'était assez marrant. J'ai repris un travail à 40% quand même, 2 jours par semaine. Parce Ouais, que financièrement, c'est un peu limite. Puis, j'ai pas envie de lâcher mon job. Parce que ouais, je je te comprends. suis spécialisée là-dedans et j'adorais ça. C'est pas que je n'aimais pas mon travail. C'est juste les conditions et puis la Ouais. façon dont moi, je le faisais. Donc, j'ai retrouvé un travail ailleurs et je me suis surprise lundi passé. J'étais repartie au taquet. Il faut que je Ah me ouais. dépêche, que je rentre ça tout de suite, que je prouve à mon chef que travail, pas qu'ils croient que je fous rien. En plus, là, pour l'instant, je suis située dans la salle de pause parce qu'il n'y a pas d'autre place pour moi temporairement. Ça va changer l'année prochaine. Du coup, il y a beaucoup de gens qui passent, je parle et je me dis non, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il va penser? Et tout d'un coup, ça m'est revenu. En fait, c'est vraiment l'apprentissage de l'observation. Je me suis dit waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et ce Ouais, que ouais. tu C'est le vois, switch, hein. C'est le fameux switch dont nous parle François. C'est je te ramène, mais avec Oui, beaucoup de calme-toi. c'est se reconnecter à son corps, ouais, en fait, apprendre à ressentir ce qu'il nous dit. Parce que le corps, il peut pas mentir. Puis c'est lui le c'est premier ça. récepteur à toutes les communications externes, en fait. Donc c'est lui qui a en premier l'information, c'est pas la tête. Donc Ouais. c'est lui qu'on doit écouter. Et avec beaucoup de douceur, justement, pas se Voilà. taper dessus en se disant mais vraiment t'es trop conne, ça y est, t'es reparti comme avant, c'est vraiment nul, t'es débile, t'as rien compris. Non, Je te rejoins c'est un beaucoup dans ton parcours, schéma hein. que j'ai mis en place depuis 38 ans. Comment tu veux que je le désamorce comme ça? Donc c'est que en m'observant puis en me disant ah ok j'ai vu, c'est bon, je reviens, calme-toi, tout va bien, tu fais ton travail correctement, tu t'enlèves cette pression, tu sais que ça va revenir, c'est obligatoire. Mais Mais tu as vu hein, à quel point il faut en fait à un moment donné switch, ramène-toi, attends, stop, calme-toi. Toi là, tais-toi un petit peu, raisonne-toi. Et en fait, effectivement, une pensée juste, hein, François nous en parle beaucoup, la pensée juste en lien avec la connaissance juste, la connaissance de soi juste et tout ça, c'est aussi effectivement être capable de se dire, attends, est-ce que là, je suis dans la justesse de mes pensées, de mes paroles, de mes actions? Est-ce que c'est juste pour moi à l'intérieur de moi? Et c'est vrai, vraiment ça qu'il faut qu'on apprenne à développer, d'autant plus que, ben, si on veut en plus aider les gens, tu vois, dans justement l'apprentissage de qui ils sont, quelle que soit votre activité croque-vie ou même moi en tant que coach fun, tu vois, je me dis, mais en fait c'est ça, il faut aussi qu'on soit incarné dans ce qu'on dans ce qu'on dit, parce que il y a dire et il y a faire, et si les deux ne sont pas alignés, ça peut pas, enfin ça matche pas quoi, tu vois. Et tu sais, moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais par rapport à ton expérience. En fait, moi quand j'ai repris mon activité professionnelle, bon, au début c'était aussi pour l'aspect financier évidemment, et en même temps je me suis revue aimer mon travail et à la fois c'était vachement bien et en même temps ça me faisait peur parce que je me suis dit oh punaise tu vas voir tu vas repartir comme avant, j'étais déjà en train de me juger et de tu vois de m'auto saboter en fait clairement. Et donc du coup je me suis dit mais est-ce que dans ces cas-là si tu te rends compte que ton job actuel te plaît, est-ce que tu peux t'autoriser à continuer et en même temps bah, développer du coup l'association en parallèle, découvrir cette nouvelle facette, voir comment tu te sens en tant que coach, voir si ça intéresse les gens. Et finalement, c'est écologique pour toi et ça avancera comme. Alors après, par contre, il faut que tu acceptes que ça prendra le temps que ça prend. Donc ton truc de performance là à gogo, entre le boulot et l'association, bah tu vas essayer de te calmer. C'était là le. puis une chose après l'autre, de toute façon, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Donc voilà, nous, moi j'ai commencé mes cours de kiné, j'avais démarché tout le monde autour de moi parce qu'on doit prendre des gens Ouais, pour s'entraîner en fait. tout à Ça a fait. été une démarche pas facile parce que j'étais un peu gênée. Si tu dois aller demander aux gens, tu serais pas d'accord de venir faire une heure de kiné avec moi. C'était Ouais. pas évident. Et là, paf, le Covid arrive, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Il y a un moment donné, bah, après, c'est pas ce qui t'arrive le problème, c'est comment tu y réagis. Tout Donc, à fait. j'avais le choix entre dire ah mais c'est pas vrai, c'est de la merde, pourquoi c'est de nouveau sur moi que ça tombe, pour une fois que je m'étais décidée, maintenant je me retrouve dans la merde, on n'a pas de salaire, enfin j'avais pas signé de contrat de travail à ce moment-là, je comptais quand même sur une petite rentrée d'argent avec la kiné, il n'y a plus, bah non, en fait on a juste accueilli puis on s'est dit bah c'est comme ça, il y a une raison sûrement, si on le sait pas maintenant on le saura plus tard et puis ça sert à rien de s'énerver, juste C'est beaucoup de vraiment un état d'esprit, hein, changer ses perceptions. Change tes perceptions et ta vie changera. Hein, ça fait vraiment partie des ça se passe fondamentaux. très bien, j'ai trouvé un 40%, donc on a notre complément de salaire. Et puis, ça change rien. Je Mm. commencerai un peu plus tard, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Hein, arrêtez de se foutre C'était la la pression, je quoi. sais pas. Mm.
j'étais peut-être pas prête à me lancer à ce moment-là. Finalement, ces quelques semaines de pause, elles m'ont fait du bien aussi. Ouais. Il faut qu'on arrête de se mettre toujours la barre hyper haut et en pensant qu'il faut qu'on soit au taquet en permanence. C'est fou ça, hein. Ouais. Non, mais on a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Et tu vois, moi, je sais que j'ai encore souvent tendance à être comme ça. Et en même temps, tu disais tout à l'heure quelque chose de très juste. Ça fait 38 ans qu'on fonctionne comme ça malgré nous, qu'on a ancré ces schémas, qu'on a ancré ces façons de faire. On ne savait pas vraiment comment faire autrement. Maintenant, on a des pistes d'amélioration, des pistes d'apprentissage. Et en fait, bah, il faut apprendre à faire. C'est comme si aujourd'hui, on nous apprenait à faire du vélo autrement avec un nouveau système de pédale ou un nouveau système de freinage. Et bon, bah, forcément, au début, on va se casser un peu la figure, on va perdre l'équilibre, on va pas être hyper rassuré parce que, bah voilà, hein. Puis au fur et à mesure, on arrivera peut-être à être à peu près stable sur notre vélo avec cette nouvelle méthode de fonctionnement. Absolument. Nous, on se dit, on a une boîte à outils maintenant, libre à toi de les utiliser ou pas, mais tu dois bien apprendre, tu dois bien fouiller dedans et te dire, tiens, c'est plutôt cet outil-là dont j'ai besoin maintenant. Ah non, finalement pas. C'est Et juste tu sais, apprendre. je me suis surprise justement à vouloir mettre de la performance aussi dans ces outils. Il faut les utiliser tout le temps, il faut être dans le contrôle, dans la maîtrise. Et en même temps, maintenant, j'apprends à me dire, est-ce que tu peux t'accorder à être la petite version de toi-même, c'est-à-dire les outils, fuck les outils. Et puis, bah voilà, tu dois vivre ce que tu dois vivre. Ça, c'est un autre challenge aussi. Après, quand tu sais, quand tu as cette conscience des outils que tu as et que tu sais qu'en plus, quand tu les appliques, ça marche. Mais Mais t'as juste pas envie de les appliquer. T'as envie de rester dans ta merde, là, tu vois. C'est le de contrôle. vouloir contrôler tout le temps. Et finalement, on s'est aperçu que tout ce qui a pu arriver comme événement autour de nous, il y avait toujours une raison et ça s'est toujours réglé d'une façon ou d'une autre. Même qu'on s'y attendait absolument pas. Enfin, je veux dire, une pandémie, on ne pouvait pas prévoir une pandémie. Ben voilà, c'est arrivé. On a juste Souvent, lâché, puis tout. c'est ce que j'allais te dire. On n'y arrive pas tout le temps, on est d'accord. Hein. Non, mais Mais pas mal quand même. on essaye de lâcher, puis de se dire, OK, bah, c'est ce qu'on doit vivre. Voici une expérience. Et puis voilà, on y réagit ou pas quelques secondes. Et puis on est deux, ça c'est pratique. Il y en a un qui dit, eh, oh là, t'es peut-être pas en train de te prendre un petit peu la tête là. Puis il dit, ah oui, oui, merci, pardon. Et puis on change, on switch, OK, on voit pas forcément le positif, mais voilà ce qu'on fait comme expérience. Et puis du coup, il y a de belles choses qui arrivent derrière en fait. C'est génial. En laissant aller, on voit que C'est tout se met en super. place. Hein, ouais. C'est un pas à la fois, un cheminement, et puis de se dire que finalement, on a toute la vie devant nous, qu'à tout moment, ça peut s'arrêter, et en même temps, voilà, c'est peut-être essayer effectivement aussi moins se prendre la tête, essayer de prendre la vie avec plus de fun, plus de légèreté, et arrêter de se prendre trop au sérieux, parce qu'en fait, on se prend vraiment trop au sérieux dans nos égos, dans nos besoins de contrôle, de sécurité, alors qu'en fait, tout est déjà là. Mais encore faut-il mettre son attention et son focus sur des choses justes, quoi, et pas sur nos craintes, nos peurs, qui ont certes toute leur place et toute leur raison d'être, mais qui nous polluent tellement notre cerveau. Enfin, moi, je sais que je le vois des fois, comment je me laisse complètement polluer, et je me dis, mais bon, bah ok, on va essayer de faire autrement. Mais c'est tout un travail, et c'est en même temps ce que je trouve intéressant. Hein. C'est super intéressant justement. Si on, entre guillemets, si on était arrivé ou je sais pas, qu'on avait tout compris. Qu'on avait tout compris ou qu'on serait tous identiques, on se ferait royalement chier. Ouais, grave. Je veux dire, on aurait tous les mêmes idées, tous les mêmes façons de penser, on ferait tous du ski l'hiver, on serait tous d'accord. Tu n'as même plus besoin de te parler. De toute façon, tu parles avec toi-même. Ouais, c'est bien. Mais c'est chouette qu'on soit tous différents. Mais c'est tant mieux, c'est enrichissant. Donc, faisons de ça justement une valeur ajoutée, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Ouais, avançons les uns avec les autres en respectant finalement les différences des uns et des autres, et puis la vérité de chacun, parce que finalement chacun a raison dans sa vérité à lui, et en ayant plus de tolérance vis-à-vis des uns et des autres, même si parfois c'est sûr que ça nous fait réagir et qu'on est dans l'incompréhension de ce qui se passe, hein, c'est évident. Quand on voit les comportements de certains, on a souvent tendance à être dans le jugement et tout, mais en même temps, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il traverse, on ne connaît pas les douleurs, les tourmentes qu'il vit, et bon, bah voilà, chacun fait son petit bout de chemin, et je me dis que si on arrive tous finalement à s'éveiller soi-même, à apprendre à qui on est, et que finalement on arrive à vivre en cohérence avec qui on est profondément, forcément le monde va forcément aller mieux.
Hmm. On sera pas toujours, c'est pas pour autant qu'on sera toujours tous d'accord, mais ce sera différent, je pense. On verra. J'ai hâte de voir, parce que je sens bien qu'il y a une évolution dans l'humanité, dans les consciences des gens, tu vois, et je trouve ça sympa, quoi. Je trouve ça beau, ce qui se passe autour de nous. Exactement. Merci Enfin beaucoup. voilà, bah écoutez, en tout cas, franchement, c'est vraiment super. Je sais pas si vous aviez encore envie de partager sur d'autres choses avant qu'on se quitte, parce que ça fait déjà un long moment qu'on est ensemble. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Très sympa, oui. Non, Ouais, il y a On a rien fait de- le tour. Oui, oui, on a fait le tour. Pas de souci. ouais. Bon, bah c'est cool. En tout cas, franchement, merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de jouer le jeu. Du coup, on s'est retrouvés en live sur Facebook. C'était pas prévu, mais c'est OK. Ça avait sa raison d'être. Et du coup, si les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui veulent vous retrouver, vous suivre, savoir un peu plus Croque en Vie, comment ils font. Bah, ils vont sur notre page Facebook, c'est croque-vie, tout simplement. D'accord. Ou Site site internet internet, aussi, croquevie.ch. croque-vie.ch. Ouais, Et puis exact. voilà, tout est décrit. Bon, bah c'est super. En gros, ouais, on n'est pas encore habitué à se faire de la pub, là, tu vois. Ouais, en effet. On a Ouais. posé dit, oh, bah, Ça viendra. Bah, tu sais, après, c'est comme tout. Moi, c'est pareil. Je suis comme vous. J'ai pas toujours l'habitude de me mettre en avant. J'apprends aussi, parce que c'est comme ça aussi. Il y a des gens parfois qui te disent, bah, ils sont sympas, ces gens-là. Tu les connais d'où? Comment on fait pour les contacter? Bah, voilà, tu les retrouves à tel endroit. C'est Sympa. aussi Merci bien à toi. de se connecter les uns aux autres, quoi. Bah, je vous en prie. Franchement, c'était génial. c'était très sympa. On a eu beaucoup de plaisir. Super, oui. Merci. Ben voilà, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir écoutés en direct ou peut-être après en replay. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Le Burnout Parlons-en, ma page YouTube de Cœur à Cœur. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si Caroline et Cyril vous ont inspiré et que le message vous parle. Et surtout, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous, faites-le, partagez. C'est gratuit, c'est offert avec le cœur. Voilà. Exactement. Merci à tous. Et puis, Cyril, Caroline, à bientôt. On se retrouvera dans nos groupes Ubuntu et compagnie. Avec plaisir. À bientôt, Hélène. Merci, Ciao, les amis. merci, Merci salut. infiniment. Salut, bye bye.